Cet élève, qui ne pesait que 2 tonnes, venait tout juste d'être transféré dans une école pour délinquants. La personne qui lui a fait visiter l'école au début était le délégué de classe, l'une des futures prétendantes au titre d'épouse du gros bonhomme. Plus tard, il attirerait aussi l'attention de la plus belle blonde de l'école. Elle viendrait même chaque jour embêter le gros, voulant sortir avec lui. Si ce rustre accepte, cela pourrait tourner au désastre, mais je suis persuadé qu'au final, le gros préfère les brunes. Et oh. À la cafétéria, plusieurs délinquants voulaient harceler le beau leader de la classe de première année. Ils l'ont même poussé, mais notre gros bonhomme l'a sauvé. Notre héros ne porte pas de cape. Il pèse 2 tonnes. Cela a rendu les gars furieux, alors ils sont revenus pour le tourmenter, mais d'un simple regard glacial, ils se sont tous fait dessus. La paix était revenue pour le gros. Cependant, un autre problème était apparu. Il avait attiré l'attention d'un gros poisson. Après avoir brisé la hiérarchie de l'école, il allait recevoir un coup de poing en guise de punition. Au début, il pensait que le gars était très lent, alors il l'a esquivé facilement. Le coup de poing qui allait suivre aurait pu lui casser quelques os, mais en se rappelant la promesse faite à sa mère de finir ses études en paix, il s'est arrêté et a pris le coup en plein visage. Il a même fait semblant d'avoir mal, mais tout cela n'était qu'une comédie. La fille voulait qu'il aille à l'infirmerie, mais il n'avait même pas senti ce coup de poing. En classe, tout le monde semblait se moquer de lui parce qu'il était gros. Il ressemblait à Truck Kun assis sur la chaise. Il était vraiment aussi imposant. Mais toutes ces moqueries allaient bientôt prendre fin. Après qu'un harceleur ait essayé de frapper un faible et ait lamentablement échoué, il est devenu furieux que tout le monde se moque de lui et a décidé de passer sa colère sur vous savez qui. Ce sale gamin était loin de se douter de la malchance qui l'attendait ce jour-là. Notre gros gars est resté immobile, tel le mur d'un château imprenable. Le gamin a utilisé toute sa force pour donner cette gifle. Et juste au moment où elle allait atteindre sa cible, la contre-attaque est arrivée. En une fraction de seconde, le choc fut si violent qu'il perdit connaissance instantanément après avoir percuté le mur. Personne dans la pièce ne pouvait le croire, pas même le plus fort, et le plus impressionnant, c'est qu'il dormait. Le corps du nouvel élève a simplement réagi par réflexe. Il triche. Il trick. Quelque temps plus tard, pendant le cours, tous les élèves restèrent assis sans dire un seul mot, à l'exception du garçon qui avait été assommé. Chacun avait choisi de rester calme. Après avoir observé la situation, le professeur, intrigué, surprit tous les étudiants en leur demandant la raison de leur silence inhabituel. L'homme qui demandait calmement des éclaircissements a été accueilli par des cris d'horreur, affirmant que tout allait bien. Le vieil homme était choqué par le comportement étrange des lycéens. Tous savaient très bien qu'ils ne devaient jamais se faire découvrir. Le professeur, tout comme le président de la classe, était intrigué par ce comportement étrange. Pendant ce temps, l'un des chefs de classe était plongé dans ses pensées, car quelques minutes plus tôt, tous avaient été bouleversés, par ce qui s'était passé. Tous commencèrent à se poser des questions sur l'élève transféré qui avait vaincu Hydra d'un seul coup de poing. Cela étant dit, l'un des élèves se leva rapidement de sa place et se précipita pour partager la nouvelle avec le reste de l'école, quand soudain quelqu'un s'adressa à toute la classe, précisant que ses paroles étaient surtout destinées aux nouveaux venus. Bullfist menaça d'intimider et de harceler quiconque partagerait cet incident avec d'autres jusqu'à la remise des diplômes. Le garçon fit alors remarquer que tout le monde ici détesterait sûrement passer du temps avec lui. Les filles bavardes qui le trouvaient étrange acquiescèrent à ce fait, le laissant sans voix, et il ordonna alors à ses gars de régler ce problème, les obligeant à traîner leur ami assommé jusqu'à sa place. Bullfist se mit alors à s'interroger sur sa propre faiblesse, ce qui éveilla la curiosité des autres. Quelque temps plus tard, après la classe, lui et ses amis s'étaient réunis dans un endroit isolé. Lorsqu'on lui demanda comment il allait, Wang et Xin confirmèrent, la bouche à peine capable de parler, qu'il avait cru avoir rencontré sa fin. Quand on lui demanda pourquoi ils s'étaient réunis en secret, le chef affirma qu'il n'en était lui-même pas sûr, déclarant qu'il voulait personnellement interroger cet individu en particulier. C'est alors qu'il arriva, prit un instant pour comprendre la situation, devint horrifié et se mit à écumer de la bouche en voyant le terrifiant nouvel élève transféré. Le jeune Hu l'exhorta à se ressaisir, mais le garçon était trop terrifié pour comprendre même les mots les plus simples. Wang et Xin se précipitèrent alors pour se cacher de celui qu'ils prenaient pour un monstre. En voyant cela, son chef n'eut d'autre choix que de lui donner un coup de poing au visage pour le calmer de force. Tous les autres furent sidérés par la stupidité de celui-ci. Cela dit, le chef adjoint se tourna vers le protagoniste et les hommes exigèrent une explication. Nawook cria alors de toutes ses forces, surprenant tout le monde avant d'affirmer calmement qu'il était là pour vivre une paisible vie de lycéen, puis il prit un ton menaçant et demanda leur aide. Et tandis que les outsiders pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de menace, leur chef tendit soudainement la main au protagoniste en signe d'amitié. Tous restèrent stupéfaits en voyant le nouveau s'entendre avec leur chef et accepter la poignée de main. Young Hu déclara qu'ils devraient unir leurs efforts afin que tous deux puissent atteindre cet objectif.
Le reste des membres du gang fut surpris de voir à quel point cette affaire s'était terminée pacifiquement, alors Bullfist affirma que c'était la bonne chose à faire, car son nouvel ami était une personne gentille. L'un d'eux tenta de faire valoir qu'il les avait quand même embêtés, mais le chef répondit que c'était eux qui avaient causé le problème en premier, c'est pourquoi il les encouragea à pardonner et à s'entendre. Ainsi, un à un, le groupe d'amis se présenta au protagoniste et fit la paix avec lui, à l'exception de celui qui était inconscient. Peu après, l'un des élèves demanda au gros s'il connaissait toutes les règles de cet endroit, mais face à son silence, il comprit que le grand les ignorait toutes. Cela étant dit, le garçon expliqua que tout le monde était soumis à un certain ensemble de règles dans cette école, expliqua comment le protagoniste avait appris de lui-même de nombreuses règles, mais qu'il devait savoir que les classes suivaient une hiérarchie et que chacune avait un leader attitré. Le garçon l'informa alors que le chef de leur promotion avait été élu récemment, et lorsqu'on lui demanda son identité, il révéla qu'il s'agissait du barbare Ours Brun. Celui qui expliquait fut alors interrogé pour savoir si le statut de Park Tae-guk serait incontesté, alors il précisa que son titre de leader pouvait lui être retiré par quiconque réussirait à le vaincre dans un duel en tête-à-tête, même si la tâche s'avérait difficile. La vie scolaire des élèves de cette promotion était grandement influencée par son leader, et alors qu'il s'apprêtait à médire sur le leader actuel, sa bouche fut soudainement fermée. Le grand fut déconcerté tandis que ses nouveaux amis restèrent terrifiés. Park Tae-guk, accompagné de ses nombreux sbires, était arrivé. Lorsque le barbare exigea de connaître la raison de leur présence en un tel endroit, Young-Hu affirma qu'ils étaient tous là pour la même raison. Le sous-fifre de l'ours brun se mit alors à se moquer de lui, le traitant d'arrogant stupide. Le chef de promotion, furieux, leur ordonna alors de lui acheter du pain, ainsi qu'un peu de lait à la fraise. Mais le rebelle Young-Hu s'éloigna hardiment en affirmant que Park Ki-duk était déjà trop gros pour de telles friandises. Le chef de classe, piqué par une telle provocation, interrompit alors grossièrement. Lorsqu'il exigea de savoir qui faisait preuve d'arrogance, il fut de nouveau interrompu par quelqu'un lui demandant d'être respectueux et l'exhortant, lui et sa bande, à cesser de harceler les autres. Le grand chef fut profondément agacé par cette arrogance humble et exigea que le poli précise sa pensée, mais il ne reçut aucune réponse. Sur ce, l'un des sbires y vit une occasion de briller en humiliant un troisième, et il afficha une expression menaçante avant d'informer Nawook que le grand voulait lui parler. Mais, face à l'absence de réaction, il commença à se moquer de son poids, en particulier de sa poitrine trop développée. Mais à ce moment-là, le garçon réalisa que le protagoniste était le même que celui qui s'était fait frapper par surprise à la cantine, et il se moqua de lui pour cela. Il menaça alors de faire de cet instant le troisième moment embarrassant du protagoniste en le frappant au visage, et prit son silence pour de la peur. Mais au moment même où il pensa à se moquer du chapeau de notre héros, le calme demanda poliment à son corps de remettre le chapeau à sa place d'origine. L'expression de notre héros était si touchante que le garçon se mit à trembler et il attrapa alors doucement le chapeau du garçon calme avant de le remettre soigneusement à sa place. L'ours brun eut du mal à comprendre ce qui venait de se passer, et alors qu'il s'apprêtait à s'en prendre à son homme de main pour cet échec pathétique, quelqu'un l'appela soudainement. Le chef se retourna. Les jeunes voyous se trouvaient maintenant en présence de dames, et l'une d'elles demanda si c'était l'un des élèves de première année. Le barbare tenta de paraître aussi poli que possible, car il s'agissait ni plus ni moins de l'élève d'honneur de leur promotion, Kim So-young. Celle-ci était d'une beauté saisissante, puis remarqua notre protagoniste et fut dégoûtée par son apparence corpulente. L'élève d'honneur voulait que l'ours brun vienne avec elle, car Suzy souhaitait lui parler. Le grand se montra encore plus enthousiaste, car il s'agissait ni plus ni moins de Park Suzy, de la 2e année. Sur ces mots, il se précipita joyeusement à la rencontre de la jolie fille. Son départ soudain intrigua ses sbires, alors il s'arrêta un instant pour s'adresser à eux. Lorsqu'on leur ordonna de s'occuper des rebelles, l'ambiance étrange des sbires se transforma soudainement en une atmosphère plus violente. Celui qui était initialement venu pour intimider le protagoniste les exhorta à arrêter, subissant la forte pression qu'il défendait soudainement. Voyant que sa voix ne serait pas entendue, il décida de prendre la fuite avant que le pire n'arrive. Ainsi, en un clin d'œil, notre héros et ses amis se retrouvèrent encerclés, car lorsque le chef exprimait son ordre, sa parole était absolue. Et si jamais on ignorait cette parole, il ne restait plus qu'à fuir et changer d'école, ou risquer d'être puni par le même chef dont on avait défié l'autorité, ce qui signifiait que lorsque le leader donnait ses ordres, on ne pouvait jamais désobéir. En suivant cette logique, celui avec l'afro expliqua qu'en tant que premières années, ils étaient tenus de respecter les paroles de leur chef. Et sur ces mots, commença l'initiation du dévalorisé, qui donna un coup de poing dans le ventre du premier élève, le faisant souffrir de douleur. Les autres n'en revenaient pas de ce scandale. Na Seon-wook, qui avait tout vu, était particulièrement furieux face à cette injustice. Le sbire se mit alors à se moquer des regards noirs que leur lançait Bullfist,
Mais alors que l'Afro faisait remarquer qu'ils avaient les mains liées, il fut soudainement interrompu par nul autre que le protagoniste qui, bien qu'ayant du mal à suivre les règles, affirma que quelqu'un qui harcèle les autres était, en réalité, un ennemi. L'un des élèves, agacé par ces nobles paroles, fit un doigt d'honneur au héros, affirmant que les paroles de leur chef faisaient loi, mais il fut aussitôt réduit au silence par le gros qui éleva la voix. Nawook affirma que les harceleurs étaient ses ennemis, et sur ces mots, notre héros décida de prendre les harceleurs sous son contrôle. Pendant ce temps, ailleurs dans l'école, lors d'une réunion oppressante, Zombie affirma à ses supérieurs que l'ours brun avait été officiellement nommé chef des premières années. Cela fit éclater quelqu'un de rire de façon hystérique. Puis quelqu'un demanda au garçon blond qui, selon lui, gagnerait dans un combat entre lui-même et le nouveau chef des juniors. Young Jun affirma que l'ours brun restait un junior faible. Le fou se leva rapidement de sa chaise, laissant Zombie mal à l'aise alors qu'il lui demandait de préciser s'il croyait ou non en sa victoire. Le blond confirma et affirma que le grand avec une chemise rouge était unique parmi sa promotion. À ce moment-là, le protagoniste, qui affirmait que le sbire était son ennemi, décida de commencer sa soumission. Il sauta alors dans les airs avant de prendre une posture de combat, suivie d'une seconde. Grâce à ses jeux de jambes, tout avait été mis en place. Tous restèrent intrigués, car il s'agissait de la danse des pas, une technique secrète d'autodissimulation connue sous le nom de cacher dans la fumée, qui rendait tout le monde aveugle. L'un des sbires pensa avoir aperçu un mot du grand héros, et il tenta aussitôt de lui porter un coup. Sa frappe puissante se dissipa silencieusement dans la fumée. Le méchant, désorienté, était incapable de localiser le héros corpulent, qui apparut soudain derrière lui et lui murmura à l'oreille, lui faisant une peur bleue. À cet instant précis, le sbire fut projeté contre le mur, et alors que le reste du groupe n'en revenait pas de ce qui venait de se passer, un deuxième homme fut pris par surprise et vaincu d'un seul coup. L'Afro n'arrivait pas à comprendre la situation. Ils étaient désormais tous à la merci d'une âme bienveillante qui continuait de se dissimuler dans la fumée. L'élève resta horrifié, affirmant qu'une telle technique était considérée comme de la triche. Mais à ce moment précis, il se retrouva seul dans une mer infinie de blanc. Mais alors que la fumée se dissipait, l'Afro, resté stupéfait, avait du mal à croire ce qu'il voyait. Au même moment, dans un endroit sûr, les amis du protagoniste commencèrent à le réprimander pour ses actions, ce qui le déconcerta, voyant qu'ils avaient choisi de fuir plutôt que de riposter. L'un d'eux affirma qu'ils étaient condamnés, car leur transgression de la règle appellerait certainement l'intervention des aînés. Le chef affirma alors qu'il serait intervenu dans la situation si le protagoniste ne l'avait pas fait en premier, et qu'ils devaient réfléchir à ce qu'ils allaient faire ensuite. Tous restèrent horrifiés, car les aînés allaient sûrement enquêter sur leurs crimes. Ce n'est qu'à ce moment-là que le chef se rendit compte qu'il manquait quelqu'un. Pendant ce temps, de retour à l'Afro, le garçon se retrouva en présence d'une aura écrasante. En voyant cette magnificence, le sbire supposa immédiatement qu'il s'agissait du véritable chef du groupe. Cet individu n'était autre qu'une pauvre hydre qui venait tout juste de se réveiller d'une sieste forcée. Lorsqu'on lui demanda si c'était vraiment le principal coupable, l'élève l'affirma de tout son cœur à Ours Brun, prétendant qu'ils avaient été agressés par Huang In-sin, mais le chef avait des doutes. Les sbires affirmèrent à Ours Brun que celui qui avait l'air faible les avait vraiment attaqués et devait jouer à des jeux d'esprit pour cacher le fait qu'il était le véritable chef. L'hydre s'excusa, affirmant qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, avant d'esquisser un sourire de méchant et de réaffirmer son ignorance. Le sbire horrifié fit alors remarquer l'expression maléfique que le prétendu chef venait d'afficher sur son visage, ce qui le fit passer pour un homme délirant aux yeux de son patron. Park Ki-duk lui demanda alors une fois de plus s'il était vraiment derrière tout ça, mais Huang In-sin nia de nouveau, se demandant s'il avait vraiment affiché un sourire maléfique. À ce moment-là, quelqu'un entra dans le bâtiment, et alors qu'Ours Brun interrogeait le jeune homme, cette nouvelle présence lui affirma qu'il était évident que l'hydre n'était pas celui qu'il recherchait. Le patron intrigué se retourna. Son homme de main insista sur le fait qu'ils avaient amené le véritable mystère. Ils furent rapidement réduits au silence par leur supérieur en colère. Cela dit, l'homme de main se rendit compte qu'il avait confondu un étudiant innocent avec le principal coupable dans un moment de panique. Ainsi, Ours Brun comprit enfin qu'il était impossible que le blond maigre ait battu son homme de main, ce qui signifiait que Poing de Taureau était le seul suspect restant. Les deux se retrouvèrent face à face une fois de plus. Park Ki-duk commença à se demander ce qu'il devrait demander pour compenser cette injustice. Cependant, face à l'absence de réponse, il décida d'évoquer les aînés, affirmant que Poing de Taureau et sa bande auraient des ennuis s'ils intervenaient, ce qui le fit immédiatement s'excuser. Les voyous considérèrent cela comme une faiblesse de caractère et se mirent à se moquer de lui, jusqu'à ce que leur chef les exhorte à faire preuve de respect, ce qui les laissa humiliés et silencieux. Young-ho voulait que son ennemi lui inflige une punition et laisse ses hommes tranquilles. Ki-duk demanda ce qu'il adviendrait de celui qui l'avait touché, mais il n'affirma pas qu'il sacrifierait l'un d'eux pour sa liberté, voyant que Hydra ne lui avait pas fait de mal personnellement. Ours Brun lui ordonna de déguerpir.
Le garçon, terrifié, reçut un signe de tête de son chef, l'incitant à partir. Cela dit, Lin Xin, vaincu, se leva et remercia son chef avant de finalement quitter la pièce. Le grand chef se rappela alors les paroles de Point de Taureau et demanda à ses hommes de ne pas tout donner dès le début. Voyant à quel point les sbires attendirent cette correction avec impatience, Young Ho se prépara au pire. Le premier élève courut vers Point de Taureau et lui donna immédiatement un coup de pied dans le ventre. Le jeune homme sentit le coup de pied avant de tomber sur le dos. Le garçon se prépara alors et lui donna un nouveau coup de pied dans le ventre. Ours Brun regarda, incrédule, alors que ses subordonnés commençaient à piétiner son ennemi. Mais en voyant à quel point il tenait bon, Ours Brun fut soudainement pris d'un accès de colère. Afro, qui s'amusait comme jamais, fut soudainement attrapé par l'épaule et jeté négligemment sur le côté par son chef assoiffé de sang. En voyant cela, Point de Taureau commença à craindre le pire, constatant à quel point le garçon encaissait bien la raclée. Le chef décida lui aussi de lui porter un coup. Il attrapa alors le jeune homme par la jambe et se prépara à la lui tordre. Tous furent horrifiés lorsque leur chef déclara que Young Ho ne devait pas riposter et devait s'y soumettre docilement. Et sur ces mots, une chose terrifiante fut infligée. Peu après, les amis de Point de Taureau, arrivant en courant, se précipitèrent vers son lit et furent horrifiés par ce qu'ils virent. Le garçon les accueillit avec un sourire. Lui, qui était dans un état pitoyable, était heureux de voir ses amis. Jung Tae était profondément en colère face à cette atrocité, mais le chef affirma que l'affaire était close, tandis que l'impulsif voulait aller se venger, mais fut arrêté par leur leader. Jung Tae ne comprenait pas comment Young Ho pouvait rester aussi calme, affirmant que l'état dans lequel il l'avait mis était inacceptable, surtout avec sa jambe cassée. Bullfist affirma qu'il s'était blessé à la jambe à cause d'un accident de moto, et tandis que les autres le croyaient, Jung Tae avait encore des doutes. Cela étant dit, il demanda à son chef quelle serait la prochaine étape, mais celui qui était à l'hôpital affirma qu'il n'en avait aucune idée. Lorsqu'on fit remarquer que Brown Bear et ses hommes pourraient encore le blesser, le garçon rassura sa bande, affirmant qu'il postulerait pour BTS une fois complètement rétabli. Il réaffirma ses propos et demanda à ses amis de toujours faire attention à eux. Le terme BTS déconcerta le nouveau venu. L'un des hommes assura au chef qu'il ne devait pas s'occuper d'eux et qu'il devait plutôt se préoccuper de lui-même. Bullfist déclara en plaisantant qu'il se réjouissait d'avoir un peu de temps libre en dehors de l'école, et alors que la conversation joyeuse se poursuivait, Jung Tae remarqua que le grand s'en allait. Tous étaient concentrés sur le chef blessé, puis remarquèrent le géant quitter la pièce avant de s'éloigner. À ce moment-là, quelqu'un se précipita vers le grand gars, exigeant de savoir où il allait. Nawook s'arrêta de marcher. Le garçon pressa le gros de cesser ce qu'il était en train de faire. Jung Tae affirma que le protagoniste était responsable de ce qui s'était passé là, déclarant que tout le groupe l'aurait immédiatement dénoncé si ce n'était pas pour leurs voisins. Jung Tae affirma ensuite que Point de Taureau n'avait jamais considéré notre héros comme un ami, c'est pourquoi il l'avait poussé à sa place. Le garçon menaça que s'il causait le moindre scandale, il le dénoncerait immédiatement aux aînés, ce qui lui valut un regard noir qui le fit sursauter. Nawook s'excusa, affirmant qu'il était un abruti et qu'il aimait se comporter ainsi. L'élève avait du mal à suivre, alors le protagoniste demanda 3 jours pour tout planifier, affirmant qu'il n'avait besoin que de cette courte période, puis le réaffirma une fois de plus. Cela fut suivi par le silence habituel et froid de notre héros. Jung Tae eut du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Nawook rassura le garçon alors qu'il révélait enfin son bras gauche. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Ce qu'il voyait était difficile à concevoir, tandis que celui qui le montrait promettait de réparer ses erreurs. Notre héros voulait donner une leçon à quiconque ferait du mal à ses proches. Tout le monde reçut une notification, y compris Bullfist, blessé. Le BTS, Battle Target System, venait d'être lancé. Tous restèrent intrigués, alors qu'un combat désigné entre élèves de première année était annoncé. Le chef des élèves de première année, Brown Bear, devait affronter un certain adversaire qui laissa tout le monde stupéfait, car il ne s'agissait nul autre que l'élève transféré lui-même, considéré comme un outsider. Son tatouage enfin dévoilé, notre héros considérait désormais toutes ses prochaines actions comme un moyen de se défendre. Le BTS, également connu sous le nom de Battle Target System, comportait des règles incontestables, la première étant que seuls ceux qui n'étaient pas liés aux élèves de terminale étaient autorisés à obtenir des billets pour assister au match. La deuxième règle obligeait tout grand leader à accepter immédiatement le défi s'il était proposé par un outsider, qui n'avait le droit d'affronter chaque leader nommé qu'une seule fois. La troisième règle impliquait que les combats se dérouleraient à main nue et en toute équité. La quatrième règle stipulait que si un outsider devenait leader, tous ses camarades du même niveau scolaire n'avaient d'autre choix que de se soumettre à lui. La dernière règle impliquait que le jugement final et ultime appartenait au roi de l'école. Selon Young-Hoo, Will expliqua avec passion, mais il fut aussitôt dévisagé étrangement par les autres à l'hôpital, voyant qu'il parlait tout seul.
Le garçon embarrassé sentit son visage rougir, car tout le monde supposait qu'il avait subi une sorte de lésion cérébrale. Son téléphone se mit soudainement à sonner. Hydra lui demanda s'il avait une vue dégagée. Bullfist commença à réfléchir à cette idée. À présent, au centre de l'arène, Nawook était sur le point de faire l'impensable. Et tout à coup, les deux géants se retrouvèrent face à face. Tous restèrent intrigués par la précocité du début des combats à BTS, étant donné que la cérémonie officielle du succès du leader de premier rang n'avait pas encore eu lieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que les élèves réalisèrent que seuls ceux sélectionnés par les élèves de troisième année étaient autorisés à participer au BTS, ce qui les amena à se questionner sur l'identité du protagoniste. Et bien qu'il soit une âme mystérieuse, ils ne pouvaient rien dire, voyant que cela avait déjà été approuvé par le roi de l'école. À cet instant, les élèves de première année furent stupéfaits, car ils étaient enfin arrivés. Leurs aînés venaient de faire leur entrée. Tous les élèves restèrent immobiles et ajustèrent leur posture pour saluer les élèves de deuxième année. Oh Chang-sok, le boss de la promo 98 et le plus fort des élèves de deuxième année, demanda d'un ton agacé la raison de tout ce chaos. Zombie fit remarquer que toute l'école était sans dessus-dessous, tandis que ses amis restaient silencieux. Suzy fixa le géant calmement menaçant et resta déconcertée par lui, car c'était exactement le genre d'homme qu'elle aimait. Après être tombée éperdument amoureuse du protagoniste, la jeune fille s'enfuit soudainement vers ses camarades en soins. Certains élèves la suivirent en courant à travers la pièce. Sa beauté attira l'attention des élèves de première année. L'ours brun intrigué faisait partie d'eux. Cela dit, il se retourna et salua formellement les élèves de deuxième année. Les aînés fixèrent l'élève transféré qui restait immobile et exigèrent qu'il fasse preuve de respect. Cela dit, ils l'ignorèrent et continuèrent leur chemin. L'élève de deuxième année décida alors de s'asseoir. Lorsqu'on lui demanda qui était le héros derrière tout ce problème, Zombie expliqua qu'il s'agissait d'un élève transféré arrivé la veille. Le 98 se retrouva intrigué par le gros qui avait demandé un BTS un jour après son arrivée. À ce moment-là, les élèves de deuxième année furent submergés par une pression soudaine, voyant que leurs aînés allaient arriver. Tous les élèves de deuxième année se levèrent en signe de respect. L'ours brun, ainsi que le tigre, ressentaient eux aussi cette pression écrasante. Le chef des deuxièmes années ne pouvait s'empêcher d'admirer la puissance de leurs aînés. Et tout simplement, ils arrivèrent enfin. Les terminales firent finalement leur entrée. Oh Chang-sok exhorta ses hommes à se tenir immédiatement droits et immobiles, afin de conclure un accord avec les troisièmes années. Tous saluèrent les aînés d'une voix forte et unie. Numéro 4 trouva cette salutation trop bruyante, tandis que numéro 6 fit remarquer combien de temps s'était écoulé depuis le dernier BTS. Numéro 5 semblait fatigué, alors que numéro 3 restait impassible. Kim Tae-hee fit remarquer qu'il était difficile de voir Chang-sok. Le chef des deuxièmes années fit de son mieux pour rester humble. Il se pencha légèrement en avant pour voir devant lui et resta horrifié en voyant cette personne debout parmi les troisièmes années. Un seul pas de cet individu et toute l'école se mit à trembler. Cette présence puissante n'était autre que le chef des troisièmes années, Ma Seok-pil, également connu sous le nom de King. Cela étant dit, le souverain de l'école fit enfin son entrée. Tous reprirent immédiatement leur place, y compris King. Tous restèrent intrigués par cette personne, car c'était lui qui dirigeait l'école. Personne ne pouvait détourner les yeux de sa beauté saisissante. Ma Seok-pil commença à parler, affirmant qu'il serait bref et que BTS n'avait pas été vu depuis longtemps. Il fit alors remarquer que beaucoup se demandaient pourquoi quelqu'un sans nom, comme le challenger d'aujourd'hui, avait été autorisé à participer à BTS. Ainsi, King affirma que c'était sa volonté d'un ton menaçant, laissant tout le monde stupéfait. Ses sujets ayant confirmé qu'il le comprenait, le King décida de commencer les festivités. Ainsi, Zombie jouerait le rôle d'arbitre lors du match de premier rang du BTS, opposant le grand leader, l'ours brun, qui avait de nombreux partisans, à l'élève transféré, soutenu par quelques amis, dont un chef de groupe blessé. Le blond expliqua que le match se terminerait dès que l'un d'eux admettrait sa défaite, tomberait, ou si un quelconque problème survenait. Le seigneur toucha alors ses cadets dans leurs parties intimes et affirma que c'était la seule zone qu'ils avaient interdiction de toucher. Et sur ces mots, le match commença enfin. Des acclamations remplirent l'arène. Alors que Park Ki-duk lança le premier coup de poing, Nawook bloqua immédiatement. La défense de fer rattrapa rapidement la seconde attaque. Le grand leader bombarda le nouveau venu d'une rafale de coups de poing, mais celui-ci resta sur la défensive. Cela déclencha la colère de l'ours brun, qui considéra ce manque d'offensive comme une forme de sous-estimation. En supposant que l'élève transféré le méprisait, il partit dans une grande rage. Il lança une série de coups puissants qui réussirent à faire reculer Nawook. Ses sbires étaient particulièrement satisfaits de sa performance, jusqu'à ce que l'élève de troisième année affirme que celui qui dominait le combat était en réalité son adversaire. Tous étaient intrigués par cette âme bienveillante qui encaissait tous les coups reçus. Mais le plus surprenant était que c'était l'attaquant qui semblait à bout de souffle.
Park Ki-deuk se rendit compte qu'il était dans une situation difficile, car bien qu'il soit celui qui attaquait, il ne pouvait s'empêcher de sentir que c'était lui qui subissait les dégâts. Et alors qu'il commençait à se demander quel était le plan du protagoniste, ce dernier s'adressa à lui sur son ton habituel et détendu, l'exhortant simplement à s'excuser pour qu'il puisse lui accorder sa clémence. Mais l'orgueilleux ours brun refusa de le faire. Notre héros affirma que ce serait sa dernière chance de réparer les choses. Le grand chef fut choqué de se voir aussi épuisé, et l'agacé supposa alors que cette fatigue était l'œuvre d'un individu en particulier. 3 heures plus tôt, l'ours brun avait informé l'afro que son adversaire serait l'élève transféré qui s'était fait humilier par Sudako. Et alors que le maigre commençait à parler de la facilité de ce défi, il heurta soudain quelqu'un. Le voyou se tourna vers celui qui l'avait bousculé et le pressa de s'excuser, pour se rendre compte rapidement qu'il s'agissait de nul autre que Sudako. L'élève de 3e année fut particulièrement agacé d'être appelé aussi familièrement par son nom, alors le plus jeune se reprit et s'excusa formellement pour son arrogance. Le 3e année fixa alors le géant devant lui, avant de faire remarquer que toute cette promotion manquait de respect. Sudako s'intéressait particulièrement au chef des nouveaux juniors, et alors que le jeune Ganawan commençait à bafouiller de façon irrespectueuse, l'aîné se précipita rapidement sur lui, et en un éclair, ils se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Sudako sourit et affirma que l'ours brun allait perdre. Le grand lui demanda de préciser, alors il expliqua qu'il serait incapable de triompher du protagoniste, soulignant à quel point il était faible et affirmant qu'il devrait prier pour que le match soit annulé. Le sbire du grand essaya de le rassurer en disant que le seigneur ne parlait ainsi que pour se sauver lui-même. Pourtant, cela le troubla profondément, car il commença à douter de sa propre victoire. L'ours brun fut ramené à la réalité par l'âme charitable qui l'exhorta à répondre. Cela dit, le chef de classe partit alors, très en colère. L'un des spectateurs remarqua que le chef des premières années était plus excité qu'il ne l'avait été lors de la compétition de première année. Il n'arrêtait pas de bombarder notre héros de coups de poing, enchaînant frappe sur frappe. Mais à sa grande stupéfaction, son adversaire resta de marbre. Sa silhouette imposante semblait devenir encore plus grande alors qu'il recourait à sa technique d'absorption. Personne n'en croyait ses yeux, la technique étant désormais achevée. Nawook fit remarquer que son adversaire avait refusé la clémence qu'il lui avait accordée, et il se rappela alors un vieux proverbe, affirmant que chacun devait être opposé à quelqu'un de force égale. Le garçon qui avait prononcé ces mots prit un instant pour les assimiler avant de décider de leur donner un nouveau sens en fonçant sur son adversaire afin de le purifier de ses péchés. Le protagoniste l'exhorta à bien observer. L'ours brun se retrouva submergé par cette force étrange. Notre héros décida alors de recourir à sa technique, connue sous le nom de poing droit purificateur de cœur, 50 livres, qu'il exécuta uniquement avec sa main droite. Le boss du premier niveau, en train de se faire tabasser, comprit enfin que son adversaire était fou, et ainsi, l'ours brun se retrouva sous une pluie de coups. Cela dit, Park Hae-juk se retrouva incapable de respirer. Ses sbires n'en croyaient pas leurs yeux. Le grand n'arrivait pas à croire à la puissance de son adversaire. Notre héros l'exhorta à s'excuser pour que tout soit réglé avant de sortir un paquet de cigarettes de sa poche. L'arbitre l'interpella immédiatement pour avoir tenté de fumer, ce qui était contraire au règlement. Pendant ce temps, l'ours brun ne pouvait pas accepter le fait qu'il était sur le point de perdre. Il plongea la main dans sa poche, sortit un poing d'américain et frappa notre héros à la tête dans une attaque sournoise. À l'horreur de ses amis, du sang avait éclaboussé le sol, le sang d'un homme innocent. En voyant cela, personne ne pouvait en croire ses yeux, et tous crièrent que l'ours brun avait enfreint les règles, puisqu'il avait eu recours à une arme pour mettre son adversaire à terre. Les élèves de 2e année étaient stupéfaits par ce retournement de situation, tandis que Suzy avait du mal à croire ce qui venait de se passer. L'arbitre lui-même était surpris, mais alors qu'il s'apprêtait à disqualifier le garçon pour avoir utilisé une arme, il fut interrompu par un éclat de rire. Il essaya d'appeler le guépard, mais fut de nouveau interrompu. Le zombie agacé se retourna pour voir qui était cet insolent, et resta horrifié, car ce n'était nul autre que le roi lui-même, qui riait à gorge déployée. Son rire sinistre fit parcourir un frisson dans le dos de chaque élève. Le zombie tenta d'arrêter le combat, mais Boss 097 l'incita à le reprendre. Aucun des élèves n'était convaincu, voyant qu'une des règles sacrées avait été enfreinte. L'arbitre tenta de protester, mais il n'y avait pas de place pour la discussion. Et sur ces mots, le roi l'incita à reprendre le combat, hurlant son ordre à toute l'école. Sa seule voix créa une onde de choc si puissante qu'elle fit même perdre connaissance à certains élèves. L'élève de 2e année se retrouva face à une puissance redoutable contre laquelle personne ne pouvait lutter. C'était là le véritable pouvoir du dirigeant de l'école, et avec cela, il n'eut d'autre choix que de reprendre la partie. Bullfist était particulièrement irrité par cette folie, et il tenta donc de se lever du lit malgré sa blessure, mais l'infirmière l'en empêcha. L'hydre dévasté s'effondra au sol, incapable de comprendre une telle folie, voyant que le protagoniste était blessé et déjà à terre.
Suzy remit également en question la parole du roi. Pendant ce temps, l'ours brun, qui avait perdu la tête, se rappela les paroles de Sudoko à propos du fait qu'il était inférieur à l'élève transféré. Le roi l'exhorta à mettre fin au combat et vit le barbare se précipiter pour en finir avec notre héros. Mais à ce moment précis, quelqu'un sauva le gros en encaissant le coup de poing avec son visage avant de s'effondrer au sol. Ce n'était autre que Young Tae qui surprit son ami par son héroïsme. Cela étant dit, le chef actuel des premières années trouva 2 outsiders à terre devant lui, ce qui le laissa perplexe. Mais à ce moment-là, le souverain incontesté de l'école l'exhorta à terminer le combat. À cette époque, un certain homme s'en prenait verbalement et physiquement à quelqu'un sous l'emprise de la colère. Il ne s'agissait nul autre que le jeune Park Hae-juk qui méprisait la vie et était considéré comme inutile par cet homme. Quelques années plus tard, en se battant, il ne put s'empêcher de trouver du sens dans ses paroles. Le garçon asséna alors un coup de poing dévastateur qui lui permit de triompher de son adversaire. Le jeune ours était en quelque sorte reconnaissant envers cette personne qui lui avait fait prendre conscience de sa résistance et de sa volonté, ayant reçu les acclamations des enfants alentour. Le garçon qui se croyait inutile trouva enfin quelque chose dans laquelle il excellait. Et bien que chaque affrontement se termina avec ses adversaires à ses pieds, Hae-juk comprit que l'amour des autres était relatif au nombre de victoires qu'il pouvait obtenir, ce qui signifiait qu'il était forcé de gagner à tout prix, affirmant qu'il augmenterait ses vues s'il goûtait un jour à la défaite. Mais à ce moment-là, il fut tiré du monde des rêves par le protagoniste, qui lui demanda de se concentrer sur le combat. L'ours brun resta horrifié lorsque le protagoniste déclara qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible après ses actes. Même les élèves de 3e année ressentaient une pression terrifiante, tandis que Na-wook affirmait qu'il guiderait le garçon vers la rédemption. Et sur ces mots, un sceau fut utilisé. Le jeune homme armé se rua de nouveau sur lui, mais il esquiva facilement grâce à sa technique, backstep. Sur ces mots, notre héros se prépara, laissant même le roi stupéfait, et il était enfin prêt à lancer son coup de poing. La contre-vérité écrasante avait enfin été libérée. Tous les spectateurs restèrent sans voix, en particulier Park Hae-juk, qui se retrouva face à une force écrasante. Et voilà, le dernier coup de poing avait été porté, et avec cette victoire de l'outsider, notre héros avait enfin été couronné boss 99. À l'époque, Suzy, qui avait jeté un œil au concurrent, s'était retrouvée les joues rouges. La jeune fille était tombée éperdument amoureuse de notre protagoniste corpulent, qui était exactement le genre d'homme qu'elle aimait. Elle avait aussi un faible tout particulier pour son ventre rond. En le voyant se prendre un coup sur la tête, Suzy s'est immédiatement emportée de colère, ce qui lui a valu un sourire taquin du beagle coréen, la laissant un peu gênée. Et lorsque notre héros s'est retrouvé dans le combat, elle a compris que son choix était le bon. Et sur ces mots, la jeune fille a finalement pris sa décision. Quelque temps plus tard à l'école, certains élèves de première année qui entrèrent dans leur classe restèrent complètement stupéfaits en voyant Suzy, de 2e année. Ils furent particulièrement surpris de la voir dans leur modeste salle de classe. L'un des élèves tenta de récupérer sa place auprès d'elle, mais elle le menaça d'un ton menaçant pour avoir osé lui adresser la parole. Le garçon, flatté par ses paroles, décida de la laisser continuer à s'asseoir là. En voyant la beauté cruelle discuter tranquillement avec le protagoniste, tous furent envieux de sa chance incroyable. Young-hoo lui demanda poliment de quitter la salle de classe, ce qui laissa Suzy indifférente, comme si elle ne considérait même pas l'humain en lui parlant. Le protagoniste décida de lui demander la même chose, affirmant que le professeur allait bientôt arriver. Suzy, surprise de voir à quel point son nouvel amour était un bon élève, décida de partir, mais déclara qu'elle avait d'abord besoin de son numéro. Cela dit, la fille s'en alla, affirmant qu'elle contacterait son chéri plus tard. Tous les garçons se noyèrent dans la jalousie, en entendant la belle Suzy appeler le chef de classe ainsi. Pendant ce temps, la présidente de la classe, qui avait tout observé en silence, regarda ce qu'elle tenait en main et en fut déçue. Un peu plus tard, un élève courant fit irruption dans une classe de première année et les informa que le nouveau chef avait ordonné à tout le monde de se rassembler dans l'auditorium. Les anciens sbires de l'ours brun furent horrifiés en voyant à quel point ils avaient maltraité le nouvel homme en charge. Pourtant, les autres élèves semblaient attendre ce rassemblement avec impatience. Cela dit, tous les voyous de première année quittèrent leur salle de classe et se dirigèrent vers l'auditorium. En ouvrant la porte, ils se retrouvèrent face à des escaliers menaçants, ainsi qu'à un dos imposant. Les élèves qui ignoraient la raison de ce rassemblement trouvèrent l'atmosphère oppressante. Les 2 brutes étaient particulièrement anxieuses. Pourtant, lorsqu'ils furent accueillis par le chef, l'afro fut le premier à lui répondre. Après un court silence, le nouveau leader cria de toutes ses forces, s'imposant immédiatement aux autres élèves. L'âme bienveillante affirma qu'il n'était pas un chef, mais simplement un garçon de la capitale. Puis il sauta de la scène pour se mettre à leur niveau, déclarant qu'ils devraient désormais tous bien s'entendre. Les voyous avaient du mal à suivre. Na-wook expliqua qu'il ne voulait pas être leur chef, mais plutôt leur ami. Bullfish fut particulièrement touché par cette gentillesse.
Il voulait qu'ils le considèrent comme quelqu'un capable de les aider en cas de besoin, affirmant qu'ils seraient sûrement obligés, un jour, de compter les uns sur les autres. Il déclara ensuite que chacun était utile et qu'ils devaient désormais vivre leur vie avec un but, avant de leur interdire de voler d'autres enfants. Nawook leur demanda alors de toujours se souvenir qu'on doit affronter un adversaire de son propre niveau. Au final, le doux géant déclara qu'ils devaient tous se repentir ensemble, afin de pouvoir obtenir leur diplôme en paix, et demanda à tous ceux qui étaient d'accord avec lui de crier « Moi ». Sur ce, il prit une grande inspiration et le cria le premier, mais ne reçut qu'un silence confus en retour. Certains élèves, gênés, pensèrent qu'il s'agissait d'un cri de guerre. Ce n'est qu'alors que Young Tai le cria à son tour, suivi par Young Hu ainsi que Huang In-sin. Toute la classe de notre héros répondit positivement à sa demande. Et sur ces mots, tous, sauf ceux qui crièrent de force « Moi », le firent devant leur nouveau chef, qui en fut satisfait. Le garçon réalisa à quel point le protagoniste avait une âme généreuse, le qualifiant de personne magnifique, contrairement à lui. Young Tai commença à admirer le garçon venu de la capitale. Et c'est ainsi que Nawook se fit une armée de nouveaux amis. 7 jours s'étaient écoulés depuis lors. Les voyous de première année avaient cessé d'intimider les plus faibles. Le nerd affirma aux 2 élèves qu'il avait un rang dans ce jeu, ce qui poussa les 2 à lui demander de les ajouter comme amis, illustrant parfaitement la paix qui s'était installée parmi la promotion des juniors. Suzy demanda au héros s'il avait quelque chose à faire après les cours. Elle proposa d'aller déjeuner ou même d'aller au karaoké, suggérant aussi d'aller dans une salle de DVD, ce qui laissa tout le monde stupéfait, jusqu'à ce que le garçon en surpoids affirme qu'il avait un rendez-vous, laissant Suzy avec une expression sombre, ayant compris qu'il allait voir une autre fille. Mais à sa grande surprise, le garçon affirma qu'il s'agissait d'un rendez-vous pour étudier. Nawook voulait étudier avec la présidente de la classe aujourd'hui. La fille tourna immédiatement la tête pour voir de qui il parlait. Et en suivant le regard des autres élèves, elle se retrouva à fixer une fille studieuse absorbée par ses études. Cela dit, la prétendante de 2e année voulait aller étudier, mais exigea un rendez-vous de sa part, affirmant qu'il devrait en avoir un le lendemain. Bullfish affirma que lui et ses amis avaient déjà réservé le bus pour le lendemain, ce qui irrita la fille. Suzy alla même jusqu'à dire qu'il aurait de gros ennuis s'il la dérangeait encore, avant de le chasser. Les amis de Young Hu commencèrent à le plaindre, voyant à quel point il était impopulaire auprès des filles. Ce même jour après les cours, la présidente de la classe se retrouva avec le nouveau chef de promotion. Kame Minju affirma alors que sa présence pourrait causer des problèmes, ce qui intrigua le garçon. Elle expliqua donc que le fait qu'ils soient ensemble ne plaisait pas à leur aîné. La présidente de la classe voulait éviter toute situation ambiguë, sachant qu'elle était seulement là pour donner des cours aux nouvel élève transféré. Elle pencha alors la tête, pour voir le gentil géant la regarder d'une manière étrange. Alors que la confusion commençait à s'installer, il lui tapota soudain la tête et affirma qu'elle était adorable, laissant la jeune fille rougir alors qu'elle les pressait. Peu après, dans un café, la présidente de la classe donnait des cours d'anglais aux protagonistes. Mais alors qu'elle continuait à donner des cours à notre héros, il se mit soudainement à bâiller. En voyant cela, la jeune fille décida d'arrêter la leçon pour aujourd'hui, ce qui ne dérangea pas le garçon. Sur ce, ils décidèrent de partir. Mais en récupérant ses affaires, la jeune fille remarqua les objets dans son sac à dos. Elle donna alors le médicament au protagoniste, voyant à quel point il était blessé à cause de son dernier combat. Elle eut du mal à s'expliquer, mais le garçon affirma que sa camarade plus âgée lui avait déjà proposé les mêmes médicaments, alors la présidente de la classe décida de les reprendre. Mais en voyant à quel point la jeune fille semblait triste, notre héros plaça le pansement sur sa tête, exprima sa gratitude pour le médicament, affirmant qu'il l'utiliserait, ce qui la rendit folle de joie. Sur ce, nos héros décidèrent de ne pas s'attarder davantage afin d'attraper le train. Pendant ce temps, les anciens sbires de Kidak avaient du mal à le contacter. L'un d'eux demanda à l'Afro ce qu'il pensait du nouveau chef. Le troisième fit remarquer que c'était une personne gentille, avec qui il pouvait s'entendre. Pourtant, le garçon avait du mal à le croire, évoquant l'époque glorieuse qu'ils avaient connue sous l'ours brun. Mais à ce moment-là, l'élève heurta quelqu'un. Afro s'excusa immédiatement de son imprudence. Le voyou décida de faire une scène, prétendant que son bras lui faisait très mal, ce qui poussa le garçon à s'excuser à nouveau avant de s'éloigner. Ce n'est qu'alors que l'homme adulte exigea que le garçon s'approche. Afro comprit qu'il était dans une situation délicate. Son ami l'exhorta à rester calme, car se battre pour rien ne pouvait qu'apporter des problèmes. Le garçon n'eut d'autre choix que d'adhérer à cette logique et s'excusa une fois de plus auprès de l'homme. Celui-ci commença à se moquer de lui pour son attitude si polie, avant d'affirmer que toute cette génération était dépourvue de bonnes manières. Son ami tenta d'intervenir doucement, affirmant que c'était une erreur de leur part, mais il se fit soudainement frapper par l'homme adulte pour s'être excusé au nom de son ami. En voyant à quel point ce tyran était violent, Afro décida d'attaquer, mais il manqua sa cible et reçut un coup de pied dans le ventre. Alors que le garçon tombait au sol, l'homme commença à se moquer de lui. Il a alors incité ses amis à l'aider à s'en prendre à l'élève du lycée. Et sur ces mots,
le jeune voyou s'est retrouvé sous une pluie de tongs. Alors qu'il continuait à l'insulter et à le frapper, il aperçut une brique à proximité et décida qu'il n'en supporterait pas davantage. À ce moment-là, les amis du garçon ont maîtrisé l'adulte. Ainsi, dans un élan d'adrénaline, le lycéen est passé à l'attaque, ce à quoi ses amis ne s'attendaient pas. Quand soudain, une main l'arrêta. Le garçon en colère se retourna pour voir qui intervenait et découvrit qu'il s'agissait de son aîné, Sudoko, celui qui portait un débardeur et qui, un peu plus tôt, avait été furieux à l'idée d'être frappé avec une brique. Mais Sudoko affirma qu'il avait déjà contacté les autorités. Sur ces mots, les adultes n'eurent d'autre choix que de partir, vaincus. Alors que le lycéen leur ordonnait de déguerpir, voyant bien qu'ils savaient ce qui était le mieux pour eux. Quelques minutes plus tôt, alors qu'ils travaillaient, l'élève de terminale avait aperçu une bagarre à proximité. En reconnaissant certains de ses cadets qui y participaient, Sudoko déclara qu'il n'avait rien de mieux à faire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua que celui qui était allongé par terre avait discrètement saisi une brique. Ayant compris ce qu'il comptait faire, le terminal n'eut d'autre choix que de se précipiter pour empêcher un meurtre. Plus tard, les cadets remercièrent leur aîné, qui affirma que ce n'était rien, mais ils s'inclinèrent à nouveau pour le remercier une fois de plus. Afro souleva son chapeau pour voir si le terminal était toujours là. Sudoko décida de prendre la parole. Mais alors que les cadets terrifiés s'attendaient à une punition ou à des réprimandes, il se contenta de leur conseiller de ne pas gâcher leur vie pour un seul acte, ce qui les laissa profondément reconnaissants. Sur ces mots, l'élève de 3e année s'éloigna enfin. Sudoko se rendit alors compte qu'il venait d'agir comme un vieil homme, avant d'être appelé par son patron qui lui demanda de se dépêcher, le poussant à retourner rapidement au travail. Sur ce, les garçons décidèrent de rentrer chez eux après une longue journée. Plus tard dans la soirée, Afro demanda aux autres dans le groupe de discussion de profiter de leur soirée pendant qu'ils partaient à la recherche du chef disparu. Ce n'est qu'à ce moment-là que le lycéen aperçut une fille accompagnée de 3 garçons. En réalisant qu'il s'agissait d'une silhouette familière, il fut particulièrement agacé, voyant qu'il lui avait demandé à maintes reprises de ne pas amener ses amants près de chez lui, pour finalement être horrifié en comprenant ce qui se passait, car les 3 qui la draguaient ne lui étaient pas inconnus non plus. La fille s'éloigna immédiatement d'eux en leur demandant d'arrêter leurs bêtises. L'homme, profondément irrité par ce rejet, décida de recourir à la violence, mais le lycéen intervint soudainement et prit la gifle à la place de la fille, ce qui la surprit par la rapidité de son apparition. Le voyou agacé commença à se demander qui était ce trouble fait, pour finalement réaliser, en le regardant bien, qu'il s'agissait du même lycéen qu'il avait déjà tabassé auparavant. Cela le mit très en colère, car il supposa que le mineur était un harceleur. Afro les exhorta à partir, affirmant qu'il avait déjà contacté les autorités, ce qui rendit le délinquant encore plus furieux, voyant que le garçon pensait que mentionner la police suffirait à les effrayer. Sur ces mots, il lui donna un coup de pied dans le ventre de toutes ses forces, le faisant tomber au sol de douleur, au grand effroi de la fille. Le lycéen tenta désespérément de se relever. La fille cria sur le délinquant pour ce qu'il avait fait. Voyant à quel point ces deux-là étaient agaçants, l'homme décida de s'occuper d'eux, commençant par la fille sur laquelle il se jeta, mais le garçon intervint une fois de plus et la protégea de son corps pour la seconde fois, le faisant tomber au sol comme la fois précédente. Le voyou fut de nouveau énervé par le lycéen, et il lui donna alors un violent coup de pied au visage, avant de commencer à le piétiner sans pitié. Maintenant sous les pieds du délinquant, comme la fois précédente, le jeune homme se sentit très agacé. À ce moment-là, il aperçut une pierre à proximité. En la voyant, la première pensée qui lui vint à l'esprit fut de s'en servir comme arme, afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec son harceleur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se souvint des sages paroles de son aîné. Le garçon fut profondément irrité de se rappeler quelque chose d'aussi juste alors qu'il était au plus bas. Ce n'est qu'alors qu'on entendit le son d'un sifflet. Les délinquants avaient enfin été repérés. En voyant cela, ils décidèrent immédiatement de prendre la fuite. Mais tandis qu'ils s'enfuyaient, l'agent courut vers le garçon. Il s'assura rapidement qu'il allait bien, alors Afro affirma qu'il n'était pas blessé avant de remercier l'homme pour son inquiétude. La fille fut stupéfaite de découvrir qu'il était capable d'exprimer de la gratitude, ce qui agaça profondément celui qui venait de se faire tabasser. Malgré tout, il décida de laisser tomber l'affaire et de l'inciter à rentrer chez eux. La jeune femme prit alors la main de son sauveur, tandis qu'il demandait le dîner, ce qui la poussa à le gronder de n'avoir rien mangé de toute la journée. Le lendemain à l'école, le jeune homme raconta à son ami son aventure nocturne et commença à se plaindre de la malchance qu'il avait eue. À ce moment-là, l'un des 3 fut mis en alerte, car le chef et ses amis se dirigèrent vers eux. Alors les 3 corrigèrent leur posture et se mirent à l'écart. Le chef et ses hommes passèrent devant eux. Afro ouvrit alors les yeux pour voir si le chef était enfin parti, pour découvrir que le gentil géant le fixait droit dans les yeux. Le garçon effrayé demanda s'il y avait un problème. Boss 99 affirma qu'il n'avait pas besoin de s'écarter. Afro resta perplexe, tandis que le protagoniste expliquait que de telles choses ne devraient pas se faire entre amis.
Il s'adressa alors au garçon connu sous le nom de Daoku, stupéfait de voir que le chef connaissait son nom, et lui demanda comment il s'était blessé. Alors qu'Afro affirmait être tombé dans les escaliers, son chef répondit par un « Gars », le laissant complètement perplexe. Le protagoniste cria alors de nouveau « Gars », exigeant de connaître le nom de celui qui l'avait blessé. Dayoku tenta de s'en tenir à son histoire. Maintenant nez à nez avec son nouvel ami, notre héros lui demanda s'il s'était brossé les dents. Il cria alors « Moi !» couvrant celui qu'il pressait de se débarrasser de sa mauvaise haleine et de sa salive. Le reste des garçons affirma également qu'ils étaient prêts. Ce soutien soudain surprit les trois délinquants. Nawook était maintenant furieux car quelqu'un avait maltraité son camarade, Dayoku. Plus tard, le protagoniste et ses amis partirent à la recherche de la personne en question. Ce quartier semblait animé et festif. Hydra arriva en courant et demanda à ses amis s'ils avaient entendu un certain bruit. Les garçons restèrent intrigués et il confirma donc. C'était le son de son jeune sang qui battait dans cet endroit magnifique et agréable. Alors qu'il courait, affirmant qu'il rentrerait tard à la maison, il aperçut une belle dame. Hydra s'approcha immédiatement d'elle. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire son approche, la femme dégoûtée lui demanda aussitôt de partir, le traitant d'idiot. Elle continua de l'accabler d'insultes, agacée par le simple fait qu'il ait osé l'aborder. Sur ces mots, elle s'en alla, affirmant que son visage était répugnant. Devant cela, les amis du garçon ne purent s'empêcher de le plaindre, car cette expérience était vraiment dure. Dayoku affirma au protagoniste qu'il n'avait pas besoin de faire cela pour eux. Son ami acquiesça, disant qu'il n'était pas sûr que l'agresseur soit présent ici, et proposa de rentrer, mais le chef déclara qu'il devrait plutôt aller s'amuser après ça. À ce moment-là, Afro aperçut enfin l'homme qu'il cherchait. Sur ces mots, notre héros appela son ami et l'exhorta fermement à avancer. Sur ce, les lycéens se dirigèrent vers l'endroit où se trouvait le voyou. Les gardes à la porte, les voyant arriver, leur demandèrent de partir car aucun mineur n'était autorisé à entrer. Le gentil géant affirma qu'il cherchait quelqu'un à l'intérieur, mais ceux qui gardèrent la porte n'en avaient rien à faire. Notre héros n'eut donc pas d'autre choix que de recourir à sa technique, les yeux du tigre sexy. Il leur ordonna alors rapidement de s'écarter. Et tout à coup, ceux qui avaient interdit l'entrée aux lycéens accueillirent notre héros à l'intérieur du bâtiment. Pendant ce temps, ses amis qui avaient tout vu avaient du mal à comprendre ce qui venait de se passer sous leurs yeux. Pendant ce temps, à l'intérieur, on entendait des verres s'entrechoquer. Le voyou et ses amis passaient un bon moment. Il affirma à la fille qui l'accompagnait qu'il était tombé sur le même gars agaçant la veille. Et lorsqu'elle lui demanda ce qui s'était passé, il affirma fièrement qu'il l'avait battu pour évoluer. La fille trouva cela amusant, mais fut aussitôt surprise. Tous furent soudain pris de peur et regardèrent vers la porte, pour y découvrir un regard imposant fixé sur eux. Sur ces mots, Boss 99 entra dans la pièce. En voyant l'afro, l'adulte reconnut le lycéen et se mit aussitôt à rire de lui, affirmant qu'il avait dû aller pleurer auprès de ses amis. Dayoku commença à se sentir mal à l'aise. Son ami affirma qu'il ne demandait qu'une simple excuse de sa part. La fille se mit aussitôt à observer notre héros. Espérant le dissuader, elle lui demanda d'un regard imposant de ne pas se mêler de cette affaire qui ne la concernait pas. Ainsi, la jeune femme se retrouva à rougir devant un mineur. En voyant cela, le voyou frappa son crâne contre la table. Ses amis commencèrent à craindre le pire. L'homme avait été fortement irrité par le lycéen en surpoids, qu'il pressa de partir. Mais, n'obtenant aucune réponse, l'homme n'eut d'autre choix que de répéter ses paroles. Naseon Wook affirma une fois de plus qu'il voulait simplement que l'homme présente des excuses sincères à son ami. Pourtant, le délinquant ne pouvait s'empêcher de voir cela comme un ramassis d'absurdités. En ayant assez, l'adulte décida de porter un coup au lycéen. Cela dit, le doux géant choisit de recourir à une technique secrète pour renforcer ses abdominaux. Afin de se protéger du coup de poing imminent et de briser le bras du voyou dans le processus, l'homme se retrouva à jurer de douleur. Notre protagoniste regarda son ami et lui expliqua que les voyous ne voulaient pas lui rendre la justice qu'il méritait. Cela dit, il affirma que lui et le reste du groupe pouvaient devenir violents pour lui. L'afro avait du mal à y croire. Boss 99 expliqua qu'il considère son ami comme sa propre famille, ce qui signifie qu'ils devraient toujours s'entraider. Notre héros affirma à Dayoku qu'il le considère comme de la famille. Cela dit, le garçon fit remarquer à quel point il était inutile et à quel point son patron est idiot. Cela dit, Afro exprima au garçon de l'âme sa gratitude du fond du cœur, car il le reconnaissait enfin comme son véritable chef. Ainsi, après un rapide chèque du poing, Nawook demanda à son ami s'il savait ce qu'ils allaient faire ensuite. Le garçon esquissa un sourire et affirma qu'ils allèrent guider les voyous vers la rédemption. Cela dit, celui qui avait le bras cassé se retrouva devant le protagoniste, utilisant sa technique prédateur. Tout simplement, le lycéen émit une aura qui submergea les hommes adultes présents. Cette technique utilisée par le mineur eut un autre effet sur les femmes adultes. Les amis du gentil géant réalisèrent que l'action avait déjà commencé. Le voyou se retrouva profondément agacé.
Nawook lui affirma qu'il avait jeté la miséricorde qu'il lui avait accordée. Et alors que le voyou s'apprêtait à évoquer son identité pour intimider le garçon, celui-ci le pressa d'arrêter de se comporter comme un enfant. Maintenant, dans une rage plus noire que jamais, l'homme exigea de connaître les origines du garçon avant de jurer de l'éliminer. Notre héros lui affirma qu'il n'avait pas besoin de connaître une telle information, étant donné que c'était l'adulte qui avait commis une erreur. Le voyou devint encore plus terrifié. Nawook expliqua alors que même si l'on n'était pas capable de vivre comme un saint, il fallait au moins éviter de causer des ennuis aux autres. Tout simplement, le gentil géant lui conseilla aimablement de repartir à zéro. Quand soudain quelqu'un entra en demandant Jinsu, les lycéens furent intrigués en voyant débarquer un groupe d'hommes qui ressemblait à une bande de voyous. Le voyou se mit à rire, affirmant que ses agresseurs étaient désormais condamnés. Alors que celui qui fumait demandait à nouveau Jinsu, Hydra fut pris de court en réalisant que lui et ses amis étaient désormais acculés par les hommes en costume. À ce moment-là, quelqu'un arriva derrière l'homme. Celui-ci fut intrigué par la présence de nombreux mineurs dans l'établissement. Hwang In-sin se mit à transpirer à grosses gouttes alors que cet homme s'approchait. Même Young Tae et Young Hoo furent mis en alerte. Cela dit, il finit par s'arrêter. Le géant, qui se présenta comme un diplômé de Gukyang de la promotion 94, exigea que les lycéens se présentent. Les garçons comprirent qu'ils étaient désormais dans une situation difficile, car cet homme était issu d'une ancienne promotion et avait été diplômé de leur lycée. Et alors qu'ils commençaient à débattre pour savoir si supplier pouvait leur sauver la vie ou non, l'homme fit remarquer leur silence et s'en irrita aussitôt. Young Tae tenta de prétendre qu'il ne faisait que passer, mais l'homme eut du mal à le croire, voyant bien qu'il se trouvait dans un bâtiment interdit aux mineurs. La négociation ayant totalement échoué, le responsable donna ses ordres, demandant à ses hommes de s'occuper des intrus. Les adultes commencèrent à se réjouir à l'idée de pouvoir frapper de jeunes garçons, qui comprirent qu'ils étaient dans une situation difficile. Point de Taureau comprit que le moindre faux mouvement pouvait les entraîner dans des ennuis encore plus graves. C'est pourquoi il demanda au protagoniste s'il avait un plan. Le chef sortit de la porte et prit un court instant pour analyser la situation. Afro lui assura qu'il le suivrait quelle que soit sa décision. Ses deux amis confirmèrent qu'ils étaient tous prêts. Hydra était particulièrement motivé. Jung Tae, qui était d'accord avec eux, demanda au chef de donner son ordre. Tous attendaient la décision de leur ami, qui esquissa un léger sourire. Wook expliqua alors que discuter ne servait plus à rien pour le moment. C'est pourquoi il devait recourir à la violence en premier, avant de demander à ses hommes de ne pas causer de dégâts disproportionnés. Et lorsque le chef cria « Hey !», toute la meute répondit à son cri de guerre d'une voix puissante. Ainsi, les lycéens réussirent à intimider des adultes. En voyant cela, le patron fut particulièrement en colère, car il ne s'agissait que de simples mineurs. C'est alors que celui de 94 donna l'ordre d'attaquer, ramenant ses troupes à la réalité et les lançant à l'assaut des enfants, qui décidèrent de les affronter sans peur. Alors qu'un des hommes s'apprêtait à donner le premier coup de poing, il se prit une porte en pleine figure. Le serveur qui entra dans la pièce n'était autre que Sudako. Les plus jeunes restèrent intrigués, car ils étaient tombés sur leur aîné qui les découvrait dans une situation inexplicable. Voyant que leurs intrus reconnaissaient le serveur, les hommes de main supposèrent aussitôt qu'il faisait partie de leur bande. L'aîné se retrouvait une fois de plus dans le pétrin à cause de ses cadets. Alors que les trois gardes se ruèrent immédiatement sur lui, l'élève de 3e année, sur ses gardes, esquiva aussitôt le premier coup de poing. Il continua d'esquiver sans lever les poings. Sudako exigea de connaître la raison de cette agressivité. Il esquiva alors un coup de poing qui atterrit sur son assiette, et en un instant, ce qu'elle contenait se retrouva brisé par terre. Cela agaça fortement Sudako, qui évita une nouvelle fois le coup de l'homme. Mais cette fois, il l'attrapa par le col et lui enfonça violemment le genou sous le menton. Ainsi, le premier des trois était déjà hors d'état de nuire, tandis que le deuxième tenta de l'attraper par derrière, mais le lycéen se baissa, ne laissant à son adversaire aucune chance de réagir avant de lui asséner un uppercut. Le serveur en colère n'en avait pas fini, et il asséna à son adversaire une pluie de coups de poing. Les sbires n'en pouvaient plus. Sudako décida d'en finir et donna un coup de pied si puissant à l'homme qu'il l'envoya s'écraser contre le mur. En voyant cela, le troisième assaillant fut pris d'horreur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua le lycéen assoiffé de sang, prêt à l'attaquer. Sudako asséna alors un coup de poing si puissant qu'il fit perdre connaissance à l'homme adulte. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il ne pourrait pas garder son emploi. Tous les élèves faisèrent de leur mieux pour submerger leurs adversaires adultes, tous, sauf un. Hydra se retrouva vaincu, allongé au sol. L'agresseur prenait un malin plaisir à l'écraser du pied, lorsqu'il fut soudain frappé par un poing volant qui le projeta sur le dos. Jung Tae se précipita immédiatement pour prendre des nouvelles de son ami, mais In-sun affirma qu'il allait bien et qu'il avait vu quelque chose par terre. Le garçon fut alors rapidement mis en alerte, car son ami qui essayait de l'aider allait être la cible d'une attaque sournoise. Soudain, quelqu'un percuta l'assaillant et l'envoya au pied de son camarade. Ce n'était autre que Deok-gu, qui demanda à son ami de ne pas se laisser distraire.
Jung Tae en fut très heureux et exprima alors sa gratitude envers son sauveur. Celui que le garçon avait mis à terre se releva rapidement et affirma aux lycéens qu'ils allaient payer pour ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, 2 lycéens se retrouvèrent entourés par de nombreux adultes. Full Fist se retrouvait maintenant dos à dos avec son aîné. Le cadet exigea une explication, et en entendant Sudako se plaindre qu'ils causèrent des problèmes sur son lieu de travail, le garçon comprit enfin pourquoi son aîné, qui travaillait aussi tard, était toujours fatigué à l'école malgré ses affirmations que cela n'avait pas d'importance pour lui. Sudako réprimanda immédiatement son cadet pour son manque de politesse, ce qui poussa le garçon à faire remarquer à quel point ce genre de plainte arrivait souvent. Cela étant dit, l'aîné affirma que tous les membres de la promotion 99 étaient pareils pour lui, tout en frappant l'un de ses nombreux adversaires. Et alors que tout le monde était absorbé par la bagarre, le protagoniste sentit quelque chose s'approcher. Quelqu'un les félicita alors pour leur performance, affirmant qu'ils n'étaient que de simples lycéens. L'homme en charge était tout excité, déclarant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'occasion de remettre quelqu'un à sa place. Sur ces mots, les 2 chefs se retrouvèrent désormais face à face. Jung Tae, accompagné de Young-hoo, ainsi que des autres lycéens, tournèrent les yeux vers les 2 géants qui se lancèrent des regards noirs. L'adulte décida de faire le premier pas, et en un clin d'œil, le cadet se retrouva avec un poing sous sa casquette, un poing qu'il esquiva facilement. Notre héros resta impassible, continuant d'esquiver les coups qui arrivaient, même si certains parvinrent à le frôler légèrement. Mais au final, l'adulte asséna un coup sérieux qui réussit à repousser le gros mineur. Pourtant, l'expression du protagoniste resta inchangée. Son adversaire, en revanche, resta perplexe en voyant avec quelle facilité il esquivait toutes ses attaques. Cela rendit l'homme encore plus excité. Cela dit, il pressa notre héros d'arrêter de faire semblant pour se sauver lui-même. En voyant l'homme en charge se débarrasser de ses poids, le sbire comprit que cette journée se terminerait par la blessure de quelqu'un. Avec les poids au sol, notre héros fut intrigué de voir qu'il faisait 1 kilogramme chacun. L'homme déclara alors qu'il était offensé, car son adversaire le prenait pour un imbécile. Il pouvait facilement deviner que le protagoniste ne se donnait pas à fond contre lui. L'adulte affirma alors que l'attitude de son adversaire changerait immédiatement, puis il se rua sur lui avec un coup terrifiant. Cela étant dit, Boss 99 avait été catapulté contre le mur, laissant son ami anxieux pour sa sécurité. Notre héros était maintenant allongé au sol, mais son adversaire, qui savait très bien qu'il avait raté sa cible, l'exhorta à arrêter de faire semblant. L'homme était amusé par les grands instincts de combat du garçon. Noah se releva rapidement et ajusta sa casquette. Cela étant dit, l'adulte décida de passer aux présentations et se présenta comme un diplômé de la promotion 94, Lee Man-ho. Tous furent choqués d'apprendre qu'il était diplômé de leur lycée, et surtout de la légendaire promotion 94. Notre héros se présenta humblement à son tour. Lee Man-ho, intrigué par le fait qu'il ne connaissait pas le nom de quelqu'un d'aussi puissant que le géant calme, comprit immédiatement qu'il ne venait pas de leur province. Cela excita encore plus l'homme, qui encouragea son adversaire à s'approcher. Seon-wook affirma qu'il avait évalué le niveau de son adversaire en se basant sur ses attaques et, ayant décidé de prendre le combat au sérieux, il réduisit rapidement la distance entre eux et demanda à celui qui était resté sur ses gardes s'il agissait de la bonne manière. Lee Man-ho fut choqué de voir une technique qui l'avait obligé à s'entraîner sans relâche, en portant des poids, pour maîtriser la technique utilisée par le héros, ce qui leur avait fait croire qu'ils étaient de force égale, pour se rendre compte rapidement que le protagoniste le surpassait dans le domaine de la vitesse. Et sur ces mots, l'homme adulte fut projeté contre le mur par un mineur. À l'horreur de ces hommes, l'impact fut si puissant qu'il parvint à endommager le mur de briques. Bien qu'il se soit rendu compte qu'il était trop tard, l'homme adulte ne put s'empêcher de sourire. Il était intrigué par le protagoniste qui n'avait donné qu'un seul coup de poing, ce qui lui fit supposer qu'on le prenait pour un vieil homme frêle. Mais le doux géant affirma qu'il était interdit d'attaquer quelqu'un au sol. Malgré cette reconnaissance d'un certain sens de l'honneur, Lee Man-ho affirma au jeune homme que cela lui coûterait cher avant de se ruer sur lui et de lui asséner un coup de poing rapide. Le protagoniste, qui avait esquivé le coup et était d'abord resté impassible, se rendit vite compte que son visage avait été blessé. L'homme satisfait ajusta alors sa trajectoire et tenta une seconde fois en répétant la même attaque. Le troisième continua d'esquiver les coups rapides, récoltant 2 nouvelles éraflures sur le visage. Il continuait d'éviter les coups sans jamais riposter. À ce moment-là, l'homme adulte qui regardait le mineur se rendit finalement compte qu'il perdait lentement en vitesse. Lee Man-ho mit alors de la distance entre lui et son adversaire en lui assénant un coup de poing si puissant que l'impact le projeta à plusieurs mètres. L'homme adulte reconnut la force de son jeune adversaire et le laissa assez choqué en affirmant qu'il était la première personne, après son chef, à le pousser à utiliser toute sa puissance. Lee Man-ho exhorta le jeune à se battre sérieusement, sous peine de perdre la vie face à sa technique ultime, connue sous le nom de déplacement ultra rapide. Aussitôt, le diplômé de l'école fonça sur le junior à la vitesse d'une balle. L'homme adulte ne put s'empêcher de penser que les mouvements de Boss 99 manquaient de rapidité.
Et alors qu'il se croyait grand vainqueur, il se retrouva soudainement face à un point. Notre protagoniste réussit à le frapper au visage grâce à sa technique, la riposte rapide. Personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Un adulte venait d'être projeté contre le mur par un simple adolescent. Les sbires étaient particulièrement choqués et inquiets pour la sécurité de leur grand frère. Lee Man-ho avait entendu d'un aîné, membre de l'équipe de Séoul, qu'ils avaient été vaincus par l'équipe Phantom dans la capitale, une équipe composée de 2 hommes qui ne cessèrent de gagner en renommée dans toute la Corée, alors que ces 2 légendes dévastaient tout sur leur passage. Personne ne connaissait leur identité ni leur motivation. Pourtant, le grand frère en question, qui était présent sur les lieux, décrivit le premier comme un individu à la mâchoire prononcée et au rire mécanique, et le second comme quelqu'un dont le bras gauche était couvert de tatouages et qui possédait un ventre indestructible. Lee Man-ho reconnut la technique du protagoniste comme étant une contre-attaque. En réalisant que le protagoniste correspondait à la description du grand frère, le diplômé comprit rapidement qu'il se trouvait en présence de légendes et fit aussitôt remarquer à quel point il se sentait dépassé par la situation. Pendant ce temps, ces sbires en colère décidèrent de venger leur chef tombé, mais Lee Man-ho leur demanda d'arrêter le combat. Finalement, l'homme adulte affirma que les enfants avaient remporté le combat. Peu après, un rire retentissant se fit entendre dans tout le bâtiment. Lee Man-ho, assis avec nos héros, riait à gorge déployée. Tous restèrent stupéfaits lorsque l'homme comprit enfin qu'il s'agissait d'un malentendu de sa part. Il se tourna alors vers le délinquant, affirmant qu'il ne l'aurait pas aidé s'il avait su qu'il était la cause des ennuis. Le voyou ricana nerveusement. L'homme le regarda alors d'un air menaçant en déclarant qu'il n'était pas un bouclier dont on pouvait abuser. En entendant cela, le voyou fut horrifié. Il s'excusa immédiatement d'une voix tremblante. Lee Man-ho lui ordonna d'arrêter ses bêtises et de mener une vie honnête, le poussant à s'excuser une nouvelle fois. L'homme responsable lui affirma alors que ce sont les lycéens qui méritaient vraiment des excuses. Et sur ces mots, après avoir regardé celui à qui il avait tant fait de tort, l'homme finit par s'excuser, affirmant qu'il avait laissé éclater sa colère de façon stupide à cause des mauvais jours qu'il venait de traverser. Le patron s'approcha de l'afro et déclara que, puisque cette affaire le concernait, c'était à lui de rendre le jugement final. Cela dit, après avoir pris un court instant pour réfléchir, Dae-yoku déclara qu'il était satisfait des excuses et exhorta l'homme à cesser de causer des problèmes dans son quartier. Dès que le délinquant accepta ces conditions, Seon-wook lui demanda de quitter la pièce. Le voyou s'excusa une fois de plus, mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il fut soudainement attrapé par Lee Man-ho, qui le menaça de lui briser les os en personne s'il revenait un jour sur sa parole. Après avoir eu la peur de sa vie, l'homme promit qu'il tiendrait parole avant de s'enfuir de la pièce aussi vite que possible. L'afro fut surpris de voir à quelle vitesse les choses avaient été réglées. Cela dit, le diplômé expliqua au junior qu'il était lui aussi en tort et lui donna sa carte au cas où ils auraient un jour besoin de son aide, affirmant qu'il paierait le double de ce qu'il devait. Il exigea également fermement qu'ils enregistrent son numéro, car il arriverait sûrement un moment où son aide serait nécessaire. Sur ces mots, Lee Man-ho déclara à ses hommes qu'il était temps de partir. Tous suivirent immédiatement celui qu'ils admiraient. Une fois les adultes partis, Hydra déclara qu'il les avait pris pour des gangsters, une erreur que tous les juniors commettaient. Après cette longue journée, le leader proposa qu'ils rentrent chacun de leur côté, puisqu'ils avaient cours le lendemain. Et alors que Young-woo s'apprêtait à dire au revoir à ses amis, Dae-yoku décida de prendre la parole. Lui et ses 2 amis s'inclinèrent respectueusement, tout en remerciant leurs camarades pour leur aide. À ce moment-là, Bullfish proposa qu'ils montrent leur gratitude en leur accordant un peu de temps dans la salle informatique. Mais alors que l'afro affirmait que cela serait impossible, tous furent déçus. Le leader décida de prendre la parole et de leur dire que les amis ne devraient pas être aussi formels entre eux. Young-tae demanda alors des nouvelles de leur aîné, qui, selon Bullfish, était parti à son autre travail. Pendant qu'il était sur son téléphone, Lee Man-ho fut très satisfait car son patron avait appelé au bon moment. Pendant ce temps, à l'école, une réunion se tenait dans la salle de conférence. Les élèves de 2e année présents semblaient mal à l'aise. Les élèves de 3e année paraissaient préoccupés.